disais tout à l'heure, on a la chance de recevoir quelqu'un qui a fait presque du décloisonnement et des compétences et des genres et des frontières un idéal, voire une ligne de conduite. Un chercheur réputé qui parfois dérange, mais il faut savoir aussi déranger pour essayer de bouger les lignes. C'est François Tadei que nous avons donc la chance de recevoir. Est-ce qu'il nous reçoit à distance, François Tadei? Vous nous recevez? On ne t'entend pas. Alors, on ne l'entend pas encore. On va essayer de décloisonner le son aussi. C'est un son. Non, mais le micro est fermé là. Non. Ça va venir. Ça va venir. Ce que je vous propose, Dominique, on est comme en radio. Hein, vous avez évoqué la radio. Donc on est ensemble, on est en binôme. Quand on a un petit problème technique, qu'est-ce qu'on fait? Eh On bien, on meuble. tient la parole. Et on meuble. Mais plus que meubler, on n'a qu'à faire un petit portrait de François Tadei, Dominique. Est-ce que vous nous rappelez un petit peu sa carrière, hein, François Tadei? Alors, bon, je ne voudrais pas être trop laudative, mais j'ai beaucoup d'admiration pour François Tadei. C'est ce qui justifie que j'ai un petit peu insisté pour qu'il soit le conférencier de lancement de nos rencontres PEP. En fait, François est un intellectuel un peu surdoué, polytechnicien. Il a plusieurs diplômes d'ingénieur, X-Pont, X-Eaux et Forêt. Voilà. En plus, après, il s'est consacré à la génétique moléculaire. Il a présenté une thèse sur le vivant. Alors, je vais regarder mes notes quand même parce que je me souviens plus très Déjà, bien. félicitations de Voilà. tout ça, de Et mémoire. puis, il a obtenu un doctorat sur les sciences du vivant et l'habilitation à diriger des recherches, qui est le niveau, le summum de l'environnement, du domaine scientifique. Et à partir de là, il a continué d'approfondir sur les sciences de l'apprentissage, les sciences de l'apprendre, avec sa casquette, ses différentes curiosités sur les sciences du vivant. Et il a eu à cœur de partager ses connaissances. Alors, c'est ce que je dis, c'est assez atypique dans le milieu universitaire, qui est généralement assez jaloux de sa propriété intellectuelle et scientifique. Eh bien, François encourage chaque universitaire, chaque chercheur qui fait une découverte à la partager, parce que, je l'ai entendu dire plusieurs fois, je n'ai pas retrouvé l'auteur de cette citation, mais il nous le dira peut-être tout à l'heure, la connaissance est la seule chose qui ne s'amoindrit pas quand on la partage. Au contraire, elle augmente. Et donc, François, il a l'ambition d'augmenter la connaissance en la partageant et en attirant le plus de co-constructeurs à cette science, dans une démarche scientifique, de recherche, d'interrogation, d'organisation de la curiosité. Alors, avec des enfants, bien sûr, pour étayer sa recherche sur les nouvelles méthodes d'apprentissage, les nouvelles méthodes d'apprendre, mais aussi avec des personnes de tous les âges. Donc, dans les ateliers avec les enfants, il y a leurs parents, et puis... Pardon ? Non, c'est pas moi qui le parle. Non, vous le disiez d'ailleurs. C'est très interactif. Toutes ces personnes, justement, Dominique, il les accueille notamment au sein du CRI, Voilà. qui est le centre de recherche interdisciplinaire qu'il a fondé à Paris, carrefour de rencontres, d'intelligence venues de partout, vous le disiez, pour poursuivre des projets de recherche ouverts et collaboratifs. Je crois savoir que quand on a une idée de recherche, on peut aller voir François, on peut lui dire, tiens, j'ai envie de travailler là-dessus, et si ça lui plaît, il peut nous dire, ok, on y va, on se lance. D'ailleurs, c'est un homme de défi, hein, notamment, il s'est relevé des défis mondiaux en matière de santé et d'éducation, et faire le pont entre la recherche fondamentale et l'impact social. Et maintenant qu'on a fait ce portrait justement très laudateur de François Tadei, il faudrait qu'il parvienne à allumer son micro. Parce que sinon, alors là, ça serait quand même un comble. Même si François, j'imagine que le problème technique vient peut-être de chez nous. Mais vous comprenez, la taquinerie était facile. Est-ce que vous nous recevez maintenant, François? Je vous entends très bien, j'espère que vous m'entendez. On vous entend bien. Il faudra juste de notre côté, Pascal, peut-être moduler un tout petit peu le son du retour. Mais en tout cas, ça y est, la liaison a été établie. Merci beaucoup d'être présent. Je laisse peut-être Dominique vous parler en premier. Oui, parce que François est toujours en train de challenger ses interlocuteurs, ses partenaires et ses amis. Et quand on lui a demandé d'introduire le forum des 5e rencontres PEP, il a dit oui, mais ça serait bien qu'on fasse une conférence inversée. Parce que François est adepte de la classe inversée, c'est-à-dire qui
aux étudiants, aux élèves, aux participants, de prendre connaissance du dossier, de prendre connaissance du sujet, de s'en imprégner, et puis ensuite d'interroger le sachant, le professeur, qui doit un peu descendre de son piédestal pour se mettre à la rencontre et avec les apprenants pour construire cette connaissance qui sera plus robuste parce qu'elle sera partagée. Donc voilà, c'est le challenge que François m'a lancé, c'est-à-dire de lui poser des questions pour lancer sa conférence. Alors ce n'est pas une performance, hein, c'est vraiment une manière de penser, une manière d'être avec les autres dans la construction d'une connaissance très très partagée. Et qui est totalement, vous le disiez, symptomatique, puisqu'on inverse justement un rapport qui peut être parfois un rapport de domination entre le sachant et le récepteur, comme si on était tout le temps dans une sorte de communication magistrale, alors qu'on cherche justement une horizontalité. Et vous ne serez pas tout seul, hein, Dominique, je vous rassure, pour poser les questions, parce qu'on compte encore une fois sur vous, sur l'intelligence collective de nos spectateurs, de nos internautes, que j'imagine bien sûr très pertinente. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à François Tadei. Jacques s'en fera le relais. Faut peut-être commencer. Hein, oui, alors je vais quand même resituer pourquoi on a cette complicité. On s'est rencontrés au milieu des années 2010, hein, en 2015-2016, quand nous avons été associés à un comité pour définir au niveau national une stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Donc il y avait beaucoup d'édiles, beaucoup de personnes très influentes dans ce comité, mais il y avait aussi des gens qui étaient dans la prospective. Et très vite, j'ai été conquise par la qualité d'écoute, la générosité et l'ouverture de François qui professait que tout étudiant est capable d'apprendre. Alors moi qui avais défendu dans la loi sur la rénovation de l'école, non, elle ne s'appelait pas comme ça, la loi de Vincent Payon, la loi sur la... Bref, je ne sais plus. Enfin, la refondation de l'école, j'avais défendu un amendement qui disait que tout enfant est capable d'apprendre. Déjà, c'était subversif parce que beaucoup d'enfants sont écartés du milieu éducatif pour aller dans des enseignements spécialisés pour eux. Alors que nous pensons que tous les enfants sont capables d'apprendre et d'apprendre ensemble et d'apprendre les uns des autres. Et François avait vraiment professé ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de spontanéité. Et vraiment, depuis, je suis très, très attachée à ses travaux. Et puis, on s'est revus plusieurs fois. Il a été sollicité par plusieurs ministres à travers la dernière décennie. Donc, il n'y a pas d'appartenance politique. Il y a vraiment l'appartenance à une volonté de changer les méthodes d'apprendre pour que la société devienne apprenante. C'est ça le titre de ton ouvrage, une société apprenante. Et il me semblait que dans notre recherche, dans la démarche de projet que nous développons au PEP, eh bien, cette construction d'un collectif apprenant, les uns des autres et les uns avec les autres, ça me paraissait tout à fait intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité que François nous délivre quelques messages et quelques procédures méthodologiques pour confirmer et affirmer notre méthode projet. Est-ce que vous confirmez tout ce qui a été dit, François ? Oui, merci beaucoup de me donner la parole et pour ces mots. Je suis très touché par ce que Dominique a pu dire, mais c'est vrai que c'était un plaisir de travailler ensemble dans ce comité stratégique où on essayait de se projeter un petit peu vers l'avenir. Ce qui est vrai, c'est que les universités, puisqu'en l'occurrence c'était le sujet sur lequel on travaillait, font de la recherche sur énormément de sujets, mais rarement sur elles-mêmes. Et trop rarement, elles s'interrogent sur quelle est leur place aujourd'hui dans une société qui s'est profondément transformée depuis quelques années. La crise Covid ne le fait qu'accentuer encore cette transformation. Le mal-être de la jeunesse est quand même toujours plus vrai. Et je pense qu'on ne sortira par le haut de ces situations de crise qu'en mobilisant l'intelligence collective de tous les acteurs, à commencer par les plus jeunes. Et ce que je dis est vrai non seulement pour l'université, mais également pour l'école et puis pour l'ensemble des activités qui ciblent les citoyens de tous âges et en particulier les plus vulnérables. Donc je pense qu'on a besoin de mobiliser ces formes d'intelligence collective. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est un proverbe japonais qui dit « Aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous ». Et je pense qu'on a besoin de mettre en avant ce genre de choses. Et on a besoin d'essayer de co-créer des solutions, ce qui suppose de se donner des temps,
comme aujourd'hui pour dialoguer, et des espaces dans lesquels, avec bienveillance, on puisse donner la parole à chacun et co-construire. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas nier le fait qu'il y a aussi de la bêtise collective, et on voit que les réseaux sociaux sont tout à fait capables de l'attiser. Donc la technologie n'est pas forcément la panacée, et donc il nous faut probablement non seulement inventer des formes de débat, mais peut-être même des technologies pour favoriser l'intelligence collective, et donc il y a un travail multi-échelle qu'il faut faire, où il faut à la fois travailler avec les organisations, avec les technologies, avec les individus, avec les jeunes et les moins jeunes, avec les gens issus de différentes disciplines. Et le fait que vous ayez une longue histoire, une longue, belle et riche histoire, et tout un tas de défis d'aujourd'hui, et une volonté de vous projeter vers l'avenir me particulièrement séduit quand Dominique m'a invité à être avec vous aujourd'hui. Donc tu attends qu'on te relance? Volontiers, oui. Le but, c'est effectivement voilà. d'être dans l'échange. D'accord. Alors, tu as eu deux mots là tout à fait emblématiques et qui nous parlent, c'est la bienveillance, et puis c'est favoriser l'intelligence collective en utilisant tous les outils à notre disposition, et notamment les outils technologiques, le numérique, le digital. Alors là, on est en plein dedans, parce que si on n'avait pas fait appel à cette technologie, à ces outils, eh bien, on n'aurait pas pu tenir ces rencontres. Donc on est déjà dans cette démarche-là. Mais comment favoriser l'intelligence collective? Comment faire en sorte que cette intelligence collective puisse émerger et ne pas s'imposer comme quelque chose de doctrinal, mais comme une pratique sociale, culturelle et intellectuelle? Oui, merci, c'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, il faut que la technologie soit au service des communs. Et donc, il faut qu'elle serve, comme dans Wikipédia, à co-créer des contenus de qualité disponibles pour tous. Et Wikipédia, c'est basé sur une technologie qu'on appelle le wiki, qui a maintenant quelques dizaines d'années, et il y a probablement de nouvelles technologies à inventer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, par exemple, a fait d'énormes progrès, mais que cette intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, elle sert des intérêts commerciaux et pas nécessairement les capacités à apprendre les uns des autres. Et c'est des technologies qui sont basées sur l'économie de l'attention, et qui cherchent à capturer nos attitudes, alors qu'on peut très bien imaginer d'autres modes technologiques. Moi, j'aime parler de maïotech, ou de technologie de la maïotique, ou de technologie socratique, qui seraient des technologies qui nous aident à être nous-mêmes, comme on nous invite depuis l'Antiquité, et qui nous aident à développer le meilleur au sein de chacun d'entre nous. Quand la technologie est capable de mémoriser et calculer beaucoup mieux que n'importe quel être humain, est-ce que le système éducatif doit rester centré sur les capacités à mémoriser et à calculer, ou est-ce qu'il ne faut pas au moins autant développer les spécificités des êtres humains, et donc tout un tas d'autres valeurs, et donc en particulier la citoyenneté, par exemple, et notre capacité à vivre ensemble, à se connaître soi-même, à prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la planète. Et je pense qu'il y a tout un tas de choses où la technologie, il faut à la fois la réinventer et en même temps se réinventer dans nos interactions les uns avec les autres, et dans les priorités qu'on se donne, y compris au sein des acteurs éducatifs. François, j'en profite justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'est toujours intéressant de saluer quand même la réussite de Wikipédia, parce que d'ailleurs, je trouve que pendant longtemps, il y a eu une connotation un peu péjorative de ce site, alors que c'est une magnifique démonstration de l'intelligence collective. Ce sont des gens engagés, parfois bénévoles, qui sont là pour mettre au service justement du plus grand nombre. Vous évoquez justement les réseaux sociaux qui, eux, sont une intelligence artificielle, même si on sait que derrière l'intelligence artificielle, il y a des humains, mais qui participent, qui sont mobilisés par effectivement des objectifs commerciaux qui ont tendance justement à pas forcément œuvrer pour l'intelligence collective. Donc j'aurais deux questions. La première, c'est ces grandes plateformes, ces GAFAM qui sont quand même omniprésents maintenant dans nos vies. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'arriver à essayer à ce qu'elles soient plus éthiques? Quelle prise on peut avoir pour essayer de réguler en fait ces plateformes, pour essayer d'aller vers un mieux vivre, ou une meilleure intelligence collective, une meilleure participation, parce qu'on a quand même parfois tendance
constaté que leurs effets sont plutôt parfois néfastes ou du moins toxiques. Et je reprendrai juste une petite citation qui me semble intéressante. On parle souvent de technologie. On peut dire que ça doit être un serviteur utile, mais non pas un maître dangereux. Et pour ça, la technologie, il faut aussi apprendre à la dompter. Apprendre à en connaître les ressources, à la décrypter. Et ça, j'imagine que c'est aussi quelque chose d'important pour vous, vous qui êtes dans l'apprentissage. Comment on donne les clés aux usagers pour essayer de comprendre comment cette technologie fonctionne. Voilà mes deux questions. Oui, merci. Bon, je vais commencer par l'aspect comment est-ce qu'on donne les clés. Comment est-ce qu'on donne les clés? En fait, il faut développer la réflexivité et la capacité de chacun à apprendre. Et à apprendre comment est-ce qu'on apprend en tant qu'être humain, mais aussi comment apprend une machine, par exemple. Et quelle est la différence entre l'apprentissage de la machine et l'apprentissage de l'être humain, et comprendre en fait ces boîtes noires que sont nos cerveaux et ces algorithmes. Je pense que ça ne peut que nous aider à développer ce qu'on appelle la réflexivité, qui est une des meilleures manières de progresser dans ces apprentissages, et en même temps de déjouer un certain nombre de pièges. D'abord, on a les biais cognitifs et on a tout un tas de choses qui font que, par exemple, quand on dort mal, on va moins bien mémoriser. Il y a tout un tas de petites choses comme ça qu'on peut apprendre. Il y a le fait qu'on est très sensible à nos émotions et qu'on peut être submergé par nos émotions et devenir incapable d'apprendre. Et donc, une fois qu'on a mieux compris comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'être humain, on peut aussi mieux comprendre comment l'algorithme, en fait, nous manipule. Les algorithmes des réseaux sociaux aujourd'hui sont des algorithmes qui cherchent à vous capter votre attention pour que vous restiez un maximum de temps là-dessus. Il y a un documentaire qui s'appelle Les écrans de fumée qui décrit ça très bien. Il y a un très bon livre pour ceux qui préfèrent les livres de Bruno Patino sur la civilisation du poisson rouge qui explique la même chose. Et en fait, il est très important de comprendre ces fonctionnements de notre cerveau et de nos émotions d'une part, et de ces algorithmes d'autre part. Et idéalement, on doit aussi apprendre à coder ses propres algorithmes, et on doit éventuellement inviter les jeunes et les moins jeunes à comprendre comment fonctionnent ces algorithmes pour être capable de les modifier eux-mêmes et d'être non pas au service de la machine, mais être capable de créer des machines qui nous servent, nous, et ne servent pas uniquement les intérêts des GAFAM. Alors, pour revenir sur ces très grosses structures, elles ont toujours plus d'argent et elles payent toujours moins d'impôts, historiquement. Donc, il y a en ce moment dans l'actualité des tentatives, y compris portées maintenant par le nouveau gouvernement américain, de leur faire payer des impôts et de le faire payer d'ailleurs à toutes les multinationales. Ça, je pense que c'est une première chose. Mais une partie de cet argent devrait être utilisée pour essayer de créer aussi des contre-pouvoirs. On a tout un tas de contre-pouvoirs dans notre société qui sont nécessaires et qui ont été nécessaires à la démocratie. On n'a pas de contre-pouvoir aux GAFAM aujourd'hui et on n'a pas de vraie recherche indépendante, en tout cas à la hauteur des enjeux et à la hauteur des moyens financiers dont eux disposent. Donc je pense que c'est très bien qu'ils payent des impôts, mais je pense qu'il faudrait que cet argent soit utilisé, y compris pour créer des biens publics qui peuvent être technologiques et de contenu, qui soient un peu les Wikipédia de demain. Je vais le dire avec encore d'autres mots. Quand la radio et la télé ont été inventées, très peu de temps après, on a créé des services publics de la radio et de la télé. Le web est beaucoup plus puissant que la radio et la télé pris séparément, et même ensemble, mais on n'a pas de service public du web aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait financer un service public du web? Éventuellement via les impôts que les GAFAM paieraient. Et on pourrait... c'est très bien qu'il y ait des radios et des télés privées, mais c'est aussi très bien qu'il y ait des radios et des télés de service public. Eh bien, c'est très bien qu'il y ait des acteurs du numérique privé, mais ce serait très bien qu'il y ait des acteurs publics, en tout cas des biens publics, qui contribuent à développer des vraies alternatives qui ne soient pas dominées par les acteurs commerciaux, mais qui soient vraiment au service de l'intérêt général. Oui, là, c'est une. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez évoqué le documentaire Les écrans de fumée, qui passe d'ailleurs sur Netflix, qui est un documentaire qui est assez critique. Mais c'est intéressant de voir que ce documentaire critique sur la gestion des algorithmes est diffusé sur une plateforme privée qui, elle aussi, utilise les algorithmes. D'où l'intérêt, comme vous venez de le dire, d'avoir un service public du web où ce documentaire, ou du moins la charge critique de ce documentaire, pourrait être sur une plateforme qui quelque part, n'utilise pas les armes qu'elle pense ou qu'elle affiche combattre. Jacques Guyard, vous avez peut-être une petite question. Oui, nous avons parmi nos militants et nos acteurs pas mal d'enseignants ou d'anciens enseignants.
qui sont passionnés par la démarche, qui s'intéressent par exemple à la classe inversée, mais qui, alors en ce moment, sentent dramatiquement le manque d'un outil numérique public, ne serait-ce que dans la puissance d'accès à l'enseignement par Internet, et qui surtout posent la question, comment voyez-vous une formation des enseignants et des intervenants en général auprès des jeunes qui favorise cette démarche co-constructive dont vous parlez? Actuellement, on est encore dans un système quand même vertical descendant. Alors, c'est très vrai. Hein. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, attendez, je vais compléter ce que dit Jacques pour que tu nous parles pendant un peu plus longtemps. Est-ce que tu considères que le système éducatif est prêt à engager la participation des jeunes dans la construction des programmes éducatifs, des programmes instructeurs et dans la construction de la connaissance? Je pense que la réponse, elle n'est pas très favorable. Alors, à quelles conditions pourrait-il devenir acteur de cette mobilisation des apprenants dans la construction d'un programme d'apprentissage? Oui, alors merci. Traditionnellement, le monde de l'éducation est profondément vertical et une génération pense ce que les autres générations doivent apprendre. Donc ça, c'est assez traditionnel et on comprend assez bien pourquoi historiquement c'est comme ça. On est dans un monde qui évolue toujours plus vite et dans lequel les solutions d'hier ne suffisent plus forcément à préparer au mieux la génération montante. Donc ça, c'est l'accélération du monde nous oblige à repenser le système éducatif. Donc ça, c'est une première grande rupture. Et les crises auxquelles on est confronté, en particulier la crise Covid, mais les crises climatiques, environnementales, sociétales auxquelles on est confronté, et même démocratiques, nous obligent à penser autrement. Et je pense que plus personne ne peut espérer d'en haut, de manière jupitérienne ou pas, essayer d'imposer des solutions. On a donc besoin de co-construire. Ça, c'est devenu toujours plus évident. Certains je pense qu'il y a toujours plus d'individus qui sont prêts. Certaines organisations sont plus prêtes à cette transformation que d'autres. L'éducation nationale, avec ses N niveaux hiérarchiques, n'est pas la structure la mieux préparée à cela. Et en même temps, pour avoir fait un certain nombre de rapports pour différents ministres de l'Éducation, comme tu le rappelais, Dominique, j'ai pu rencontrer en fait des gens à tous les étages. Et en fait, à tous les étages, les gens me disent oui, nous, on voudrait que ça change, mais l'étage du dessus ou l'étage du dessous ne le souhaiteraient pas forcément. Et en fait, c'est pas vrai. Quand on discute avec eux, on s'aperçoit que c'est possible. Donc, je pense que les mentalités sont beaucoup plus prêtes à la transformation, qu'elle soit chez les enseignants, chez les jeunes et même dans la hiérarchie de l'éducation nationale. Mais il y a malheureusement une défiance. On a beau avoir fait une loi sur l'école de la confiance, ça ne se décrète pas. Et donc, il faut la co-construire par le dialogue, par l'écoute et par des vraies transformations. Et donc, ça suppose de s'en donner des budgets. Alors, juste pour répondre aussi à ce qui a été dit sur le fait que les enseignants ne sont à la fois pas suffisamment préparés à l'utilisation du numérique et que les technologies ne sont pas non plus à la hauteur. Ce que je dirais, c'est que on a un sous-investissement historique très important sur ces sujets-là. On peut espérer, et le programme d'investissement d'avenir nous fait penser qu'on aura peut-être de l'argent pour essayer de remédier à au moins une partie de ces problèmes. Il faut le comparer à d'autres domaines. Il y a des pays qui investissent massivement dans le numérique pour l'éducation et la pédagogie et les pédagogies associées et donc les formations associées. C'est pas encore le cas chez nous, c'est en train de le devenir, mais dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'armée, dans le domaine d'énormément de services publics et le transport, l'énergie, etc., on investit dans la R&D. On n'a pas investi dans la R&D de l'éducation, ni dans la production de nouvelles connaissances et de nouvelles méthodes, ni dans la formation à ces nouvelles connaissances et à ces nouvelles méthodes, et en fait, idéalement, à la co-construction de ces connaissances et de ces méthodes.
Donc je pense qu'il y a un besoin, de ressources, deux, de changement de culture, et il faut articuler les deux. Et en fait, il y a aujourd'hui des technologies relativement simples à utiliser, qui sont un peu des versions wiki, d'ailleurs ça s'appelle des wiki surveys en anglais, donc des espèces de sondages en mode wiki, qui sont des modalités de technologie civique, on appelle ça des civic tech, technologie de la citoyenneté, dans lesquelles on peut plus facilement donner la parole à tous les acteurs pour les inviter à définir leurs priorités. Et on peut le faire avec des enseignants, on peut le faire avec des élèves, on peut le faire avec des parents, on peut le faire avec tous les acteurs du scolaire, du périscolaire et tous les citoyens plus généralement. Donc, on peut très bien assez vite mettre en place des outils qui peuvent donner la parole à chacun et être vraiment dans cette co-construction et s'assurer que, y compris les plus jeunes, pour reprendre la question de Dominique, peuvent être entendus. Hein, la déclaration des droits de l'enfant des Nations Unies indique qu'ils se doivent d'être entendus sur l'ensemble des sujets qui les concernent. Et il y a énormément de sujets qui les concernent, certainement l'école, mais aussi la crise climatique et les crises environnementales, sociétales. Donc il y a énormément de questions sur lesquelles ils méritent d'être entendus, ce qui suppose éventuellement qu'on les invite à le faire, mais qu'on les forme aussi pour mieux comprendre ces différents enjeux. Et c'est d'ailleurs ce que cette génération demande quand elle manifeste dans les rues sur le climat. Elle demande à être mieux formée. Et juste en ce moment, il y a des jeunes qui viennent d'obtenir un prix la semaine dernière, qui est un prix pour une action où ils se sont mobilisés sur le climat, ils se sont mis en réseau et ils demandent à ce qu'il puisse y avoir des épreuves au bac sur les questions climatiques. Donc on voit bien qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est d'être entendus et d'avoir la possibilité de s'exprimer. Et en l'occurrence, ils sont même capables de créer une partie de cette technologie. Ils ont créé une plateforme qui fédère l'ensemble des initiatives qu'ils sont en train de prendre aux quatre coins de la France et même aux quatre coins du monde, parce qu'évidemment, ils se mettent en réseau avec tous ceux qui, dans leur génération, se mobilisent sur ces sujets à un niveau international. Et donc, quand on repense la citoyenneté, il faut la repenser à l'échelle de l'établissement, à l'échelle du quartier, à l'échelle des collectivités locales, à l'échelle de l'État, mais aussi aux échelles globales. Et donc, je pense qu'on doit repenser la citoyenneté de manière que j'appelle fractale, c'est-à-dire où à toutes les échelles, du local au global, on doit apprendre à être des citoyens de notre communauté, de notre pays et des citoyens du monde. Et c'est-à-dire des citoyens qui peuvent peser sur les décisions. Et aujourd'hui, on peut se sentir citoyen du monde, mais aucun d'entre nous ne pèse sur les décisions globales. Et donc, on ne pourra pas prendre de vraies décisions. Alors justement, comment arriver à peser sur des décisions lorsqu'on est citoyen, lorsqu'on a un engagement local, national, européen, mondial? Toutes ces questions seront d'ailleurs traitées dans les tables rondes pendant ces 48 heures. Donc je vous invite vraiment, encore une fois, à rester avec nous, puisque les thématiques que vous venez d'aborder, François Talley, seront au cœur de nombreuses tables rondes. Jacques Guyard, vous avez une question. Eh oui, ça réagit dans notre public parce que les fabriques dont nous avons vu 6 exemples avant que vous parliez, sont exactement dans votre démarche. Ah. C'est pas possible. Alors là, on assiste à un moment d'inclusion, on peut bien le dire, c'est-à-dire que là, on est transporté dans le quotidien de François Talley. Alors on ne sait pas, du coup, ça laisse libre cours à de multiples interprétations, des pompiers, une alarme, une disparition, en tout cas. Ça, c'est certain, c'est une disparition, mais qui fera forcément, je l'espère, naître une apparition prochaine. C'est aussi ça, les peps, c'est du suspense. C'est des moments où on disparaît, on réapparaît, ce qui nous prouve quoi, Dominique et Jacques, que dans la vie, rien n'est acquis. Et qu'on a beau avoir une présence, elle peut s'envoler. On a beau défendre la citoyenneté, si on ne la préserve pas, elle peut s'envoler. On a beau défendre la laïcité comme nous l'avons fait en décembre, si on ne la défend pas, elle peut s'envoler. Donc ces 2 jours sont aussi là pour nous rappeler qu'il faut préserver des valeurs essentielles qui ne seront jamais acquises. Et c'est bien pour ça qu'on met autant la participation au centre de nos objectifs et de nos valeurs. Alors, on a beaucoup de questions ou pas en ce moment, Jacques? Comment ça se passe? Ça réagit sur ce que vient de dire, sur la dernière intervention de François Tadei, parce que c'est la démarche que notre réseau essaye de développer. C'est une démarche de participation de tous. Les fabriques illustraient ça. Et nous avons en France pas mal d'endroits, aussi bien dans le secteur médico-social que dans le secteur éducatif, où
on essaye de co-construire avec des enfants plus ou moins en difficulté, avec des adultes plus ou moins en difficulté, avec des professionnels qui n'ont pas toujours été préparés à ça. On essaye de construire un savoir commun, un savoir élaboré. Et simplement, ce qui nous revient souvent, c'est que cet effort de construction collective a du mal à monter. C'est-à-dire qu'il a du mal à s'élargir. Il a du mal à devenir sociétal. On va demander justement à François. On va déjà demander deux choses à François, parce que François nous a fait aussi ce qu'il appelle, non pas une conférence inversée, mais une situation inversée. C'est-à-dire qu'il provoque une situation, on n'en a pas la raison, et c'est à nous, de manière inversée, d'essayer d'en comprendre les origines. Donc déjà, François, pour le public qui nous regarde, vous êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je suis au CRI et il y a eu une alarme incendie qui s'est déclenchée. Donc, quand je faisais d'abord, il faut que je sorte un bon mais heureusement, mon téléphone et de retrouver de la connexion pour pouvoir à nouveau être avec vous. Excusez-moi. Mais est-ce que ça vous étonne, François, qu'au sein vous m'entendez? Parce que moi, on vous entend. En fait. Je ne sais pas si vous voulez augmenter le son de l'émission, parce que j'ai du mal à recevoir ce que vous dites, malheureusement. Mais... Alors, nous, on je vous vais entend. mettre l'écran très proche. Héberge-toi quelque part. Oui, on vous entend. Après, François, comment voulez-vous étonner qu'au sein du CRI, vous soyez confronté à des sons hurlants? C'était bien normal. Mais... Elle est très bonne, celle-là. On ne l'a pas encore faite, mais c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive. On vous encourage évidemment à vous trouver un petit foyer quelque part pour qu'on puisse poursuivre, un petit foyer d'accueil pour qu'on puisse poursuivre ces échanges. Je ne sais pas si vous avez entendu et reçu la question de Jacques. Non, je n'ai pas entendu malheureusement. Vous pouvez me le répéter? Merci. Non, je disais que nos participants, notre réseau ce matin à travers les fabriques, a montré une série d'exemples de travail de co-création, où à la fois des jeunes, souvent les moins favorisés, les plus en difficulté, mais aussi des adultes, se mettent ensemble pour progresser ensemble. Et le constat que faisaient tous nos participants, c'est qu'on y arrive à peu près sur le plan local, mais ça a du mal à se diffuser dans l'ensemble de la société. Oui, mais ça rejoint ce que François disait tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on soit dans une démarche fractale, c'est-à-dire par petits morceaux, et c'est la juxtaposition de ces morceaux, de ces espaces de co-construction qui, mis bout à bout, peut construire un mouvement de transformation de la participation. Et on le voit à travers effectivement les différents projets qui ont été montrés. Et la particularité, moi malheureusement je n'ai pas pu tout voir, mais ce qui m'a frappé, c'est que nos collègues en territoire, dans les départements, eh bien, ils ne s'arrêtent pas sur une non-appartenance. C'est-à-dire que chacun peut apporter sa contribution. Il y a une lutte permanente sur ce sentiment de non-appartenance qui peut être corrigé, comme je disais tout à l'heure dans mon intervention, par des procédures de compensation, de mise à l'abri, de prise en charge et tout ça, mais qui finalement, au bout du bout, minore la personne et freine sa capacité d'agir pour elle-même. Or, dans les fabriques, là, on a bien vu que la volonté, c'est au contraire d'abolir ce sentiment de non-appartenance pour développer un sentiment d'appartenance à un collectif. Alors ce collectif, ça peut être l'association territoriale, l'organisation dans un foyer, l'organisation dans un quartier, puis après, progressivement, cette confiance, cette estime de soi, eh bien, elle peut finir par construire quelque chose de plus solide pour participer à ce mouvement de transformation sociale auquel nous aspirons. Mais là, Dominique, vous posez presque une question philosophique. Est-ce que le collectif libère ou est-ce que le collectif enferme? Parce que parfois, il peut être l'un des deux ou l'un et l'autre. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on parle de mouvement et François est toujours en mouvement. Alors, j'aimerais savoir, malgré son mouvement, est-ce qu'il nous reçoit bien? Oui, je vous entends, mais le son est absolument impossible. Alors, je suis obligé Et en plus, je vous avoue qu'il fait froid quand même aujourd'hui. Et qu'il n'y a pas de lieu chauffé ouvert au public dans Paris aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas de bistrot. Oui. Et j'ai entendu ce qui a été dit et je suis d'accord, y compris avec la question philosophique que vous posez. Et je pense qu'en fait, il faut
faut faire un travail à différents niveaux. Et je pense que le premier niveau, c'est le niveau individuel. C'est le niveau de la confiance en soi. C'est le niveau de quelque chose qu'on fait très peu en France, qui est d'apprendre à gérer nos émotions. Et éventuellement à les dire. Moi, par exemple, je suis un peu stressé par ce qui vient de m'arriver, et c'est pas complètement évident de faire face quand on est un petit peu stressé, voire très stressé. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et donc il y a quelque part une écologie psychique, hein, pour reprendre les mots de Guattari, mais il y a aussi une écologie relationnelle. Et le collectif peut être écrasant pour l'individu si c'est un collectif qui n'est pas bienveillant. Auquel cas, on va essayer de se conformer à la norme et pas être invité à être soi-même. Donc là, il y a une écologie psychique, il y a une écologie relationnelle, et puis il y a une écologie environnementale. Et puis on est aujourd'hui dans des écosystèmes sociaux, économiques, complexes, et il faut penser, comme le disait très bien Dominique, toutes les échelles simultanément, et se dire qu'évidemment, il faut commencer au niveau local, et je me réjouis que dans vos collectifs, ça fonctionne déjà bien en intelligence collective au niveau local. Et peut-être que et ce qui est déjà pas évident, et tout le monde ne sait pas le faire, donc je ne peux que vous en féliciter. Ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin de créer des collectifs à des échelles nationales et même internationales aujourd'hui. Et c'est là où je pense que co-construire des outils adaptés, ça peut aider à le faire. Pour vous donner un exemple de technologie qui peut sembler futuriste, mais dont on a déjà les prototypes au niveau du CRI, par exemple, on est en train de créer un GPS de la connaissance et même un GPS des projets, voire un GPS des rêves. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, l'intelligence artificielle peut transformer tout texte en un vecteur. Et nous, on a une intelligence artificielle qui a lu tout Wikipédia. Donc, on s'appuie sur ce commun de la connaissance dont on a déjà parlé. Et l'idée, c'est que quand cette intelligence artificielle a lu tous les vecteurs, tous les mots de Wikipédia, elle peut aussi lire tous les projets ou tous les rêves et tous les textes écrits par différents êtres humains. Et elle peut éventuellement calculer des distances et donc des proximités. Et elle peut vous dire si vous avez eu un débat intéressant dans l'Aude, y a-t-il des acteurs en Alsace qui ont eu le même débat et éventuellement vous mettre en relation. Et donc la qualité du débat que vous aurez pu avoir à deux coins de la France ou à deux coins du monde fait que si vous partagez ces documents avec cette intelligence artificielle, elle pourra vous mettre en relation avec d'autres qui partagent les mêmes aspirations que vous. Et donc, l'idée de base, c'est d'inviter non seulement les individus, mais les collectifs à créer des et donc des projets communs et une invitation à s'ouvrir à d'autres pour que, toujours plus nombreux, on puisse se fédérer. Et vous savez bien, dans les collectifs qui sont les vôtres, que les individus sont tous vulnérables et relativement faibles face aux difficultés de notre temps, mais que si on sait créer des collectifs, alors on a une chance de pouvoir peser sur le débat. Mais ce qui se dit là, c'est vraiment... Et co-construire notre avenir. C'est moyen de qui passe, donc ça ne facilite pas les choses. Ouais. François, ce que tu dis là, sans avoir vu les fabriques, hein, je pense, ressort vraiment de la mise en évidence des fabriques. C'est-à-dire qu'on a une multitude d'associations, 110 associations qui agissent chacune dans leur territoire, suivant leur mission, suivant leurs objectifs, avec vraiment des contraintes qu'elles se fixent, et tout ça, et elles ne voient pas toujours ce qui se fait à côté, elles n'ont pas toujours la possibilité de discuter avec leurs pairs. Alors on réunit souvent les collègues, mais bon, quelquefois il y a des difficultés d'emploi du temps, tout ça. Donc c'est quand même très rare que des membres, des adhérents, des militants des PEP prennent du temps pour discuter avec leurs pairs de ce qu'ils font et de ce qu'ils pourraient en tirer. Et l'expression qui ressort des différentes
des 2 semaines-là, c'est le bonheur d'avoir partagé et d'avoir découvert ensemble ce qui se faisait là et là. Donc quand tu dis ce Wikipédia, cette intelligence artificielle qui saura détecter les projets avec des mots-clés, bon, bah, faudra bien, moi je propose au conseil d'administration, je propose à la directrice générale et aux collaborateurs d'étudier ça pour qu'on puisse l'utiliser pour justement amplifier ce bonheur de faire ensemble des associations et enrichir par les différences et par les projets qui auront pu être mis en œuvre. Il y a quand même une 40aine d'associations, c'est ça Isabelle, qui se sont mobilisées sur les fabriques. Il y a de multiples projets qui ont été mis en évidence, qui ont été rendus visibles. Et à partir de là, je crois qu'on a une bonne base justement pour construire du collectif. Et là, tu as utilisé un mot, c'est le mot de bienveillance. Plus ça revient tout le temps, et moi je l'utilise aussi beaucoup. Et je crois que beaucoup des personnes qui sont en situation de responsabilité aujourd'hui, on parlait des enseignants, il n'y a pas suffisamment de bienveillance à leur égard, et du coup ça les gêne dans l'estime d'eux-mêmes, dans la confiance d'eux-mêmes. C'est pas dommage de rater, d'avoir un insuccès. Ce qui est important, c'est d'analyser les causes de l'insuccès pour pouvoir mieux réussir la fois d'après. Et c'est ce que permettent ces collectifs que tu proposes. Il y a des questions. Tout à fait. Merci beaucoup, Dominique. Et ce que tu dis sur la bienveillance et sur l'erreur ou l'insuccès, je voulais le souligner parce que ça me semble extrêmement important. On sait depuis les premiers humanistes que l'erreur est humaine et errare humanum est, c'est à la fois l'erreur et l'errance humaine. Et en fait, et même dans l'ensemble du vivant, il n'y aurait pas d'évolution sans erreur. J'ai même travaillé sur l'évolution du taux d'erreur, et je peux vous dire que dans un environnement changeant, il faut savoir augmenter son taux d'erreur pour mieux explorer les possibles. Donc ça, c'est des choses qu'on peut démontrer biologiquement, expérimentalement et théoriquement. Mais fondamentalement, dans l'environnement qui est le nôtre, il est évident qu'on a besoin de faire des erreurs. C'est Menstein qui disait que celui qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais rien essayé de nouveau par construction. Aujourd'hui, on a besoin de créer des choses nouvelles et donc il faut accepter que l'on fasse des erreurs. L'erreur n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas les répéter inutilement. C'est le persévérer qui est diabolique, nous disent les grandes traditions humanistes. Donc on a besoin éventuellement, et par exemple, c'est comme ça que les erreurs dans l'aviation ont été, pour éviter qu'elles ne deviennent des accidents, ils ont décidé de les documenter et de les partager pour qu'elles ne se reproduisent pas. Donc il y a même des endroits où on célèbre les erreurs parce que si on a su apprendre de ces erreurs, alors on va vraiment pouvoir progresser. Donc je pense qu'il faut complètement changer le statut de l'erreur et tu as raison, ça passe par cette bienveillance et par cette capacité à dire nos vulnérabilités et nos difficultés. Et je pense que j'insiste d'un mot sur la notion de vulnérabilité aujourd'hui aussi. Je pense que on se sait tous un peu plus vulnérables qu'il y a encore un an. Et que la pandémie nous a montré qu'on était vulnérables individuellement, mais aussi collectivement, que nos institutions, même l'ENA est en train de disparaître, et tout un tas d'institutions peuvent disparaître. Et moi, j'aime bien la phrase de Confucius qui disait qu'en fait, on a 2 vies. Et la première vie s'arrête quand on sait qu'on n'en a qu'une. Et c'est là que la deuxième vie commence. Et donc, je pense qu'il y a toujours plus de gens qui se savent vulnérables, mais en fait, on est tous nés vulnérables. Donc, c'est pas très nouveau, la vulnérabilité chez les êtres humains ou chez les mammifères ou les êtres vivants plus généralement. Mais ce qui est nouveau, c'est peut-être le fait qu'on soit prêt à l'accepter. Quand on accepte notre vulnérabilité, en fait, on se rend compte qu'on est interdépendant. Et donc, cette interdépendance, elle nous invite à faire du collectif pour, ensemble, réussir à faire des choses et à nous réinventer pour devenir plus résilients face aux différentes situations auxquelles on est confronté.
Merci François justement pour nous avoir donné quelque chose de positif par rapport à cette crise sanitaire, parce que c'est vrai qu'on en constate chaque jour les constats négatifs, mais si ça pouvait apporter une forme d'humilité et comprendre qu'on est tous dépendants les uns des autres et qu'on n'est pas justement invulnérable, ça sera déjà un bienfait. Je m'interroge quand même sur la partie technique de notre communication, parce que c'est aussi mon rôle, puisque vous avez parlé de GPS des connaissances, moi je vous parlais de votre GPS personnel. Est-ce que ça serait possible, François, je ne sais pas, j'ai pas envie de vous guider, mais que vous puissiez peut-être retourner au CRI ou dans un lieu où on vous entendra un peu mieux, parce que je ne veux pas du tout augmenter votre stress, mais sachez qu'il y a des centaines de personnes qui nous regardent, et je me dis que ça serait peut-être mieux si on était dans un lieu stable. J'essaye de voir si l'alarme est terminée et d'y retourner, mais pour le coup, j'ai coupé ma caméra et je sais très bien que vous êtes capable de meubler mes absences, donc je vous laisse le micro quelques instants et en plus, il y a des travaux dans la rue, ce qui n'aide pas, donc je coupe mon micro. Ok François, donc merci pour ce défi que vous nous lancez, et effectivement à 3 et même à plus, nous sommes capables d'attendre ce moment. Je suis désolé de lui avoir demandé de changer de place, mais comme il parlait de persévérance et que parfois l'échec, c'est justement pas continuer à persévérer dans ce qui semblait être une mauvaise voie, on l'entendait, mais pas très bien. Je me dis, ça fait mal au cœur. Et voilà, je me dis, attendons 2 minutes et puis retrouvons peut-être un nouveau nid au sein du CRI. Et ça, je le fais bien sûr sur les centaines de personnes qui nous regardent actuellement. La question que j'ai envie de poser à François, mais je vais vous la poser à vous en premier lieu. On a beaucoup parlé de bienveillance. C'est un mot qui est parfois galvaudé. La question que je vous pose est la suivante. Y a-t-il un apprentissage de la bienveillance ? Peut-on apprendre à être bienveillant ? Parce que, par exemple, François venait de nous dire qu'il faut déjà apprendre à accepter ses émotions. C'est pas donné à tout le monde de dire, bah voilà, si tu te sens vulnérable, bah c'est pas forcément mal, c'est pas forcément négatif, il faut que tu le dises. Donc il faut sans doute apprendre à le dire et apprendre à l'écouter. Mais y a-t-il un apprentissage de la bienveillance ? C'est un apprentissage qui se fait tous les jours dans nos métiers. Quand on est enseignant, quand on s'occupe d'enfants en difficulté, on a des émotions. On a les émotions de voir ces enfants qui progressent, qui ont des problèmes, qui font des erreurs, qui se relèvent. Et c'est ces émotions qui nourrissent la passion de travailler. C'est comme ça qu'on avance. Et en effet, il faut les maîtriser en même temps. Parce que si on se laisse aller à ces seules émotions, c'est pas productif. Il faut savoir construire à partir de là. C'est... Un ami là, nous faisait remarquer que la vie associative, ça sert à ça. Ça sert à échanger, ça sert à progresser ensemble, ça sert aussi à analyser ses échecs. On ne le fait peut-être pas assez. Il faudrait qu'on travaille davantage là-dessus, mais il y a une demande. Et puis, alors, j'en profite pour soulever un problème que nous soulèvent nos amis. C'est on communique de plus en plus par Internet. À la fois, on apprend plus de choses, on relie des expériences différentes, mais en même temps, on y perd du lien social. On a le sentiment d'y perdre du lien social, de la vraie relation avec d'autres. Comment est-ce qu'on peut arriver à réunir ça, à en faire une force ? Ce sera une question qu'on pourra poser à François dès qu'il retrouvera un lieu. Dominique, sur la bienveillance, j'ai envie de vous entendre aussi. Je pense qu'effectivement, la bienveillance, ça s'apprend. Bon, il y a des gens qui sont bienveillants par nature, et tout ça, mais il ne faut pas confondre la bienveillance et la compassion ou voilà. Et donc, je crois qu'il faut être précis sur ce que ça représente. La bienveillance, c'est se départir d'une position dominante. C'est-à-dire que regarder l'autre, écouter l'autre en suscitant sa pensée, en recueillant sa parole avec beaucoup d'humilité. Il faut de l'humilité pour être bienveillant. Et puis après, il faut une capacité de résilience. Alors la résilience, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, la résilience ? Ça veut dire être capable de comprendre qu'il se passe des choses difficiles, voir si on peut les surmonter, et si on ne peut pas les surmonter, transformer en force, transformer en plus grande capacité. C'est un peu la même chose que pour l'analyse, l'apprentissage de ses erreurs, quoi. Donc la bienveillance, c'est un terme assez nouveau, je pense, notamment dans nos milieux, qui n'a rien de minorant, rien de péjoratif, mais qui nécessite beaucoup de maîtrise de soi dans sa manière d'être vis-à-vis des autres, pour ne pas que ça devienne trop maternant ou minorant. La part des choses est difficile à faire. Mais je pense qu'effectivement, avec le travail à faire sur la gestion des émotions, sur l'estime pour la personne qui est en face de soi, quelle que soit
l'image qu'elle renvoie d'elle-même, quelle que soit l'image qu'on a. Et dans les tables rondes, on va avoir des personnes qui vont venir s'exprimer, qui vont apporter leur témoignage sur leur expérience de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui passent à côté de ces personnes avec le cœur serré parce qu'ils n'osent pas les aborder. Hein. Bon, mais il faut dépasser son émotion, être capable de regarder, d'aborder cette personne avec bienveillance et humilité, parce que tout le monde n'a pas envie non plus de l'attention de l'autre, il faut être respectueux. Donc voilà, et je crois que notre école, nos lieux de formation ne sont pas suffisamment attentifs à cette qualité qu'on doit développer pour justement faire société inclusive de manière beaucoup plus active. Merci Dominique, merci Jacques. François, vous êtes arrivé à destination de nouveau dans un cri plus clair, calme, plus serein. Oui, c'est plus serein. J'espère que vous m'entendez bien. Parfait. J'ai été obligé de rallumer le téléphone parce que je n'étais pas certain que l'ordinateur fonctionne, mais vous me dites au niveau technique, je me basculerai. Non, on vous entend très bien, on vous entend même mieux que tout à l'heure, du coup on va tout reprendre depuis le début. Alors François, il me semble que l'apprentissage c'est parfois la sommation, c'est parfois répéter plusieurs fois les choses pour qu'elles puissent être comprises. Je posais juste la question, et peut-être vous entendre là-dessus à Dominique et à Jacques, sur la question de la bienveillance. Y a-t-il une pédagogie de la bienveillance ? Oui. J'ai entendu les échanges que vous avez eus là-dessus et je remercie parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des choses qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et même le quotient émotionnel. Et la bonne nouvelle entre le QI, le quotient intellectuel et le coefficient émotionnel, c'est que le quotient émotionnel est très sensible à l'environnement et éventuellement aux pédagogies qui contribuent à le développer. Donc oui, on peut apprendre non seulement la bienveillance, mais plus généralement la capacité à comprendre ses émotions, à comprendre celles des autres et à prendre soin de soi et à prendre soin des autres et même à prendre soin de la planète. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. C'est possible. C'est vrai que c'est peu développé dans notre système éducatif, mais c'est vrai qu'on peut tout à fait envisager de le faire de manière beaucoup plus systématique, puisque d'autres savent le faire. Et il y a même un certain nombre d'acteurs qui commencent à faire ce genre de choses en France. Mais typiquement, il faudrait former les enseignants, former l'ensemble des acteurs. Ce qu'on sait, par exemple, sur les études internationales, c'est qu'un enfant qui, par exemple, a subi des traumatismes, que ce soit à la maison ou ailleurs, va avoir, pour tout un tas de raisons, il va avoir non seulement des séquelles toute sa vie en termes de santé, mais il va aussi avoir beaucoup plus de chances de se suicider, par exemple, et jusqu'à 30 fois plus de chances de décrocher au niveau scolaire. Et donc, des pédagogies qu'on appelle trauma sensitive, donc qui prennent en compte les traumatismes qu'ont pu connaître les jeunes, si on forme l'ensemble des acteurs éducatifs, non seulement les enseignants, mais tous ceux qui sont autour des enfants et qui les accompagnent, en fait, on peut les aider. Et une bonne partie de ces traumatismes ont tendance à se reproduire de génération en génération. Quand on ne dit pas ce que l'on a vécu, on a tendance à le reproduire parce que c'est trop confus. Par contre, si on est capable de l'exprimer, alors on peut progresser et faire en sorte que ces choses-là ne se reproduisent pas. Donc, la bienveillance, elle s'apprend à tous les âges, elle s'apprend en tant que parent, elle s'apprend en tant qu'adulte, elle s'apprend en tant qu'enfant, et ça permet de faire de la prévention sur plein de problèmes, dont le cyberharcèlement ou le harcèlement plus généralement. Et je pense qu'on a besoin de travailler sur ces sujets pour travailler notre vivre ensemble, en fait. Oui, effectivement. Merci François. Peut-être une petite parenthèse là que je fais en 2 secondes. J'ai appris aussi parfois, puisqu'on parlait de bienveillance, que quand on fait un compliment à quelqu'un, on a toujours tendance à croire que quand on complimente quelqu'un, c'est pour son bien. Mais quand on va lui dire, par exemple, « Oh, c'est super, t'es vraiment le meilleur » ou « Là-dessus, t'es le plus fort », il peut y avoir aussi une forme d'assignation à ce compliment-là. Et alors, je ne sais pas si parfois les gens font des compliments de manière inconsciente et ne se rendent pas toujours compte que ce compliment peut fermer l'individu dans une qualité soi-disant dans laquelle on en arrive à le mettre comme ça en vase clos. Et ça revient donc à ce qu'on disait, c'est-à-dire que sur cette pédagogie de la bienveillance, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait les outils, l'analyse, le décryptage pour comprendre que ce qui pouvait être une bonne intention, finalement, peut se retourner contre l'individu. C'était juste une petite parenthèse. Dominique, vous aviez une question, je crois.
Oh, j'en ai plein, mais les internautes envoient des questions là ou pas? Oui. Oui, bien Alors, sûr. Isabelle. Sébastien, vous voulez? Oui, d'abord, il y a une question qui revient alors chez beaucoup, c'est les enfants reçoivent des tas de messages numériques, mais on a le sentiment quand on les entend, quand on les écoute, que souvent ces messages sont d'abord orientés vers la pub et sont reçus par les enfants comme des incitations à consommer. Des prescriptions. Des prescriptions. Comment faire pour que les enfants reçoivent des messages un peu plus équilibrés? Alors, pardon, je vais compléter parce qu'il faut quand même équilibrer, parce qu'effectivement, les enfants ont été perçus comme des prescripteurs au sein de la famille, quelquefois pour la consommation, mais quelquefois aussi pour des gestes de précaution. Si la ceinture de sécurité s'est généralisée dans la voiture et la cause d'économie de vie énorme, c'est bien à cause des enfants. Les enfants qui ont compris qu'ils pouvaient indiquer à leurs parents « mets ta ceinture ». Combien de fois on a entendu ça? Et maintenant, ça devient un geste réflexe. Donc, dans la protection de la nature aussi, on a beaucoup d'enfants qui sont prescripteurs, injonctifs. Alors, ce n'est pas simplement sur la marque de la voiture. Donc, il faut être en capacité de maîtriser cette... Là, c'est ce que disait notre invité tout à l'heure, c'est maîtriser les outils et développer des contre-pouvoirs. Mais utiliser l'intelligence des enfants pour qu'ils deviennent prescripteurs de bonnes pratiques à l'intérieur des familles, à l'intérieur de leur classe, à l'intérieur de leur quartier, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. C'est extrêmement important ce que vous dites à la fois l'un et l'autre. Et il y a plusieurs choses par rapport à ça. Il y a un rapport OMS-UNICEF qui a été publié dans le qui traite en profondeur le sujet de la publicité. En fait, c'est adressé aux enfants. Les enfants voient des dizaines de milliers de publicités dans l'année, c'est-à-dire des centaines par jour. Il fut un temps où les canaux de publicité comme la télévision, qui était le canal dominant pour nos générations, le législateur a su interdire un certain nombre de publicités ciblant les enfants. Et c'est comme ça qu'on les a en partie préservés à l'époque. Aujourd'hui, avec Internet et des accès à la publicité qui sont démultipliés, il n'y a quasiment plus aucun filtre. Et donc, c'est en soi problématique. Et donc, l'OMS et l'UNICEF nous disent que c'est tellement problématique, ça va même un cran plus loin, parce qu'une partie de ces multinationales, non seulement hackent le cerveau de nos enfants par la publicité, mais ensuite, ils hackent leur corps et leurs esprits par des produits qu'ils ont désignés comme étant addictifs. Donc, on a parlé déjà des outils numériques, mais la malbouffe est faite pour... on rajoute, si vous allez chez McDonald's, ils rajoutent tout un tas de produits dans la bouffe, mais ce ne sont pas les seuls, évidemment, qui sont des produits qui coupent la satiété. C'est-à-dire que vous avez mangé et vous avez encore faim. Et donc, vous continuez à manger et donc, vous leur achetez plus de produits. Donc, on voit bien quel est leur intérêt. Ça a rendu des enfants obèses, y compris des bébés obèses, parce que la même molécule dont c'est un hamburger a été ajoutée dans des poudres de lait pour bébés. Donc, et ça a fait des nourrissons obèses. Donc, l'OMS et l'UNICEF nous disent qu'il faut non seulement combattre la publicité, mais en fait, il faut repenser les droits de l'enfant. Parce que si vous regardez l'espérance de vie des enfants qui naissent au XXIe siècle, elle est inférieure à ceux qui sont nés à la fin du XXe siècle. Et la raison, c'est cette épidémie d'obésité, les épidémies d'addiction dont j'ai parlé, ces publicités, mais aussi le changement climatique et tout un tas de choses qui sont liées en partie à notre surconsommation. Et donc, la pub, non seulement fout en l'air nos santé, mais puisqu'elle nous invite à surconsommer tout un tas de choses, elle fout en l'air aussi les ressources naturelles, le climat. Et donc, on a besoin de lutter contre ces forces commerciales. C'est pas l'extrême gauche qui dit ça, c'est l'OMS et l'UNICEF, ceux qui s'occupent de la santé et de l'enfance à l'échelle mondiale. Et pour reprendre ce que disait Dominique très justement sur la ceinture de sécurité, c'est aussi vrai sur le climat. La meilleure manière de faire changer des adultes le point de vue sur la question climatique,
c'est de former leurs enfants. Et ce sera d'autant plus vrai que vous aurez formé une fille qu'elle parlera à son père. Ah bon. Donc ça, il y a des recherches qui montrent ça très clairement aujourd'hui. Et donc, la question, c'est effectivement, les enfants peuvent être prescripteurs, mais la question, c'est qui a influencé les enfants? Est-ce que c'est le monde de la pub ou est-ce que c'est le système éducatif? Et si c'est le système éducatif qui a développé leur esprit critique, qui leur a expliqué comment détecter les fake news, qui leur a expliqué les enjeux climatiques et environnementaux et sociétaux, qui leur a expliqué comment prendre soin d'eux, de leur technique avec bienveillance, alors ces enfants peuvent effectivement être prescripteurs dans leur famille et aider à faire évoluer les mentalités. Mais ça suppose qu'on les écoute et ça suppose qu'on les forme et donc qu'on ait formé leurs enseignants et qu'éventuellement on pense à un écosystème qui est à la fois de proximité, mais aussi un écosystème qui inclut la gestion de la publicité ou la gestion des addictions. Les multinationales dont je parle aux États-Unis, elles payent les campagnes électorales des décideurs, donc elles n'ont que des décisions qui leur sont favorables. Donc en France et en Europe, on a d'autres législations et il faut se battre pour nos valeurs et pour faire prendre conscience de ça. Donc la recommandation de l'OMS et de l'UNICEF, c'est mobiliser les jeunes et les moins jeunes sur ces sujets et repenser les droits de l'enfant et éventuellement donnons un nouveau droit aux enfants et aux jeunes plus généralement, qui serait le droit de demander de nouveaux droits. Et donc le droit de ne pas être matraqué par la pub, le droit d'avoir un environnement et un climat qui soit de qualité, etc. Et donc je pense que c'est un vrai enjeu de société, et c'est pour ça que les questions d'éducation, de citoyenneté, de santé, à la fois des individus, des collectifs, et aujourd'hui on sait qu'on pense le concept de santé globale, c'est à la fois la santé des individus, des êtres humains, la santé des collectifs, la santé animale et la santé de l'environnement. Et on a besoin de penser ces trois niveaux simultanément. Et donc, on a besoin de se reconnecter à soi, se connecter aux autres, se connecter à la planète et à notre environnement. On a besoin de prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et on a besoin de prendre conscience qu'on est trop souvent manipulé et de manière qui fait qu'on ne prend pas soin de nous, on ne prend pas soin des autres et on ne prend pas soin de la planète à chaque fois qu'on fume, à chaque fois qu'on surconsomme tout un tas de produits addictifs qui s'est été produits par des multinationales de différents pays. Non, mais justement, là, on est vraiment au cœur de la notion de l'éducation, et notamment de l'éducation aux médias et aux images, hein, puisque vous évoquez le rôle de la publicité chez les enfants. Il y a quand même eu des progrès, hein, c'est-à-dire que quand on voit justement la télévision, il y a eu quand même une forte régulation sur les décennies écoulées. Moi, je me souviens encore des moments où la publicité était sauvage, avec parfois la distinction entre ce qui était fiction et publicité n'était pas forcément affichée. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était aussi le fruit d'une régulation, parce qu'on est dans le modèle de la télévision ou de l'audiovisuel qui a des instances qui sont compétentes pour cela, ce qui n'est pas encore le cas sur Internet. Et c'est là où il y a une forme de dérégulation massive. Et d'ailleurs, on est parfois confronté à des publicités plus pernicieuses, qui sont celles du placement de produits, qui seront des publicités qui n'affichent pas leur nom, parce que justement, ces marques, pour contourner, sont obligées d'utiliser ces artifices. Et aussi, ça c'est un petit peu toujours la limite contre-productive de l'éveil des consciences, c'est comme on sait qu'on a face à un public qui est maintenant qui distingue un peu plus ce que c'est qu'une publicité, eh bien en face, les armes pour essayer de persuasion, pour rentrer dans le cerveau des enfants, sont encore plus fortes et plus importantes. Mais il n'en reste pas moins que là, sur la question de la publicité, c'est vraiment la question de l'éducation aux médias pour que et les parents, et les enfants, et les professeurs, puisqu'on parle de ces trois fonctions ou corporations, soient capables justement d'éveiller l'esprit critique. Et c'est aussi au cœur de nos missions, de nos engagements. Une question des internautes peut-être, Jacques. Oui. Il y a ça réagit fort là parce que ça met en cause vraiment tout notre réseau. Les enseignants, les travailleurs sociaux, tous se sentent concernés par cette affaire et aimeraient bien que ça se traduise dans une démarche publique, collective, républicaine. Une question vient fortement aussi à la suite de la discussion précédente. On a beaucoup parlé d'empathie, de bienveillance. Comment est-ce qu'on éduque à la bienveillance? Comment est-ce qu'on éduque à l'empathie? Comment est-ce qu'on en fait une valeur partagée dans toute la société? Quelles sont les démarches organisées pour ça? Mais il y a aussi une autre question qui peut être concomitante, c'est, je l'ai remonté ça, quelqu'un qui disait pourquoi nos représentants politiques se sentent-ils obligés d'être omniscients alors qu'on prône justement la construction d'une connaissance collective.
Donc là, on voit très bien qui est-ce qui est visé par cette question, qui n'est pas neutre, parce que dans le même temps, il y a une demande de guidage, d'encadrement. Et il y a une autre question qui concerne la co-construction par rapport à la représentation, et qui cible particulièrement les Gilets jaunes, en disant est-ce que le mouvement des Gilets jaunes était dans la co-construction d'une réflexion collective. Et bon, voilà. Donc c'est vrai que ça rejoint l'actualité, mais je pense que tout chercheur, et particulièrement François Tadei, est dans cette démarche de confrontation entre les événements d'actualité et la réflexion prospective pour en tirer le meilleur et voir comment élever le niveau de compréhension et justement de co-construction bienveillante que tu évoquais. Oui, merci. Je pense qu'en fait, il y a des enjeux assez différents, mais qui sont en fait très convergents. La manière dont on réprime les gilets jaunes, par exemple, n'est pas la meilleure preuve de la bienveillance de l'État vis-à-vis des citoyens. Mais les gilets jaunes eux-mêmes s'expriment de différentes manières, mais l'une des manières dont ils ont fini par s'exprimer, c'est qu'ils avaient l'impression qu'ils ne seraient pas entendus autrement. Et donc, la bienveillance passe évidemment par le dialogue et par l'écoute. Et si on attend que les gens soient exaspérés pour avoir le droit d'être entendus, il ne faut pas s'étonner que ça se passe mal. Donc, en fait, il faut repenser l'exercice du pouvoir et un pouvoir bienveillant. En fait, c'est possible. Il y a d'autres pays qui le font beaucoup mieux que nous. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le classement international des démocraties, la France est tombée en 2e catégorie. On n'est plus dans la première division. Il faut dire que non seulement gilets jaunes, mais aussi état d'urgence sanitaire, état d'urgence terroriste, et à chaque fois durcissement et recul des libertés individuelles et publiques n'ont pas aidé. Et pourtant, on n'est pas les seuls pays confrontés à des difficultés économiques, à des difficultés liées au terrorisme ou à des difficultés liées à la crise sanitaire. Donc, ça n'est pas inéluctable. Et de manière très intéressante, et je pense que ça la fera sourire, il y a eu une étude qui a montré que les pays qui s'en sortaient mieux avec la crise sanitaire sont des pays qui sont gouvernés par des femmes. Je ne pense pas que ce soit l'apanage uniquement des femmes, qu'il n'y a pas de déterminisme génétique derrière ça, mais en moyenne en tout cas, ces femmes leaders en Nouvelle-Zélande, en Scandinavie, à Taïwan ou même en Allemagne s'en sont mieux sorties parce que plus à l'écoute. Il y a par exemple eu non seulement des conférences de presse où on discute pour de vrai avec tous les acteurs, mais même des conférences de niveau présidentiel à destination des enfants, pour leur expliquer que la situation n'était pas facile et qu'on était là pour aussi prendre en compte leurs besoins. Et pour vous donner un exemple de démocratie qui est passée, pendant qu'on est diminué de catégorie et monté d'un cran, à Taïwan, qui est confronté à un voisin qui n'est pas toujours bienveillant, ils se sont rendus compte que la seule manière dont ils pouvaient s'en sortir, c'est de jouer collectif. Et leur démocratie, qui n'a pas toujours été la première du monde, est en train de faire un certain nombre de choses qui sont remarquables. Pour vous donner un exemple, Taïwan, la dernière fois que j'avais regardé les chiffres, avait eu 8 morts de la pandémie alors qu'ils n'ont pas confiné et qu'ils étaient en première ligne parce que les premiers cas sont arrivés chez eux bien avant chez nous encore. Et en fait, comment est-ce qu'ils font ? Ils ont mis en place un certain nombre de principes qui incluent la bienveillance, l'équité et la rapidité de la réaction collective et institutionnelle. Mais eux, ils disent fast, fair and fun. Donc 3 F, donc rapide, équitable et drôle. Pour vous donner un exemple, sur le côté fair et équitable et bienveillant, il y a un petit garçon qui, il y a un numéro vert dans lequel tout le monde pouvait appeler en disant les difficultés qu'il avait à la pandémie, qui soit intéressant. Et il y avait un enfant de 8 ans, un petit garçon qui dit moi je n'irai pas à l'école demain parce que le masque qu'on m'a donné est rose et je suis sûr qu'on va se moquer de moi si demain je vais à l'école avec un masque rose.
Et le jour même, la conférence de presse quotidienne, qui n'est pas faite par un ministre d'ailleurs, mais qui est faite par des spécialistes de santé publique, tous les acteurs, hommes et femmes, avaient des masques roses. Et ils ont donc su entendre le besoin de ce jeune. Mais pour donner un autre exemple à un autre niveau, en 24 heures, ils ont créé un nouveau service public qui disait où est-ce qu'on peut trouver des masques face à la crise. Et c'était un service public qui avait d'abord été prototypé par un acteur de la société civile et c'est devenu viral en quelques heures et ça a été transformé en un service public où l'ensemble des pharmacies ont été invitées à mettre dans le domaine public les informations sur combien de masques étaient disponibles chez elles. Et face aux fake news, et ils en ont même encore plus que nous, parce qu'évidemment, leurs voisins chinois manipulent les mentalités taïwanaises, comme les Russes essayent de manipuler les mentalités américaines ou démocratiques plus généralement. Ils ont lancé une campagne que j'ai trouvée très drôle, où il y avait une campagne qui disait « Attention, on n'aura bientôt plus de papier de toilette ». Et le Premier ministre est arrivé dans les 2 heures qu'on suivit. Il y avait une petite campagne virale qui était de toutes les manières, on n'a qu'une paire de fesses, donc on n'a pas besoin de faire des stocks de papier de toilette comme si on en avait 50. Et c'est ce que je trouve drôle, c'est qu'ils ont su en 2 heures faire quelque chose qui était plus viral qu'une fake news pour contrer la fake news et en jouant avec l'humour. Je ne sais pas si nos politiques sont prêts à faire ce genre de choses, à créer des services publics en 24 heures et autres, mais en tout cas, on peut souhaiter ce genre de capacité à co-construire avec les citoyens, y compris les plus jeunes, des programmes, et je pourrais en donner plein d'autres exemples, qui peuvent être aussi des programmes pédagogiques, qui peuvent être des programmes qui mobilisent l'intelligence collective de tous les citoyens en utilisant au mieux les outils numériques. Merci François pour votre réponse. J'ai forcément un œil sur le temps, c'est ma fonction. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, c'est allé très vite. Et quand ça va vite, avec des aléas, mais c'est la vie, encore une fois. S'adapter au terrain. Merci en tout cas d'avoir fait... Dans un monde toujours plus imprédictible. Voilà, ces allers-retours. Dominique, peut-être une dernière belle question pour peut-être terminer ces minutes ensemble. Oui, voilà, on n'oublie pas que, même si on est parti quand même assez loin grâce à cette conférence interactive, le sujet, c'est l'engagement et la participation. Dans quelle mesure tes travaux contribuent-ils à mettre en œuvre la participation de tous et plus encore l'engagement ? Et puis, une dernière question pour la route, comment la participation construit-elle des utopies collectives qui peuvent être le terreau de la société de demain ? Et tu peux revenir la semaine prochaine pour compléter. Volontiers pour prolonger les échanges. Et merci pour ces belles questions. Je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire le pari des intelligences, celles des individus et des collectifs, et celles des humains et même celles des machines. Et je pense qu'on ne sortira par le haut des différentes crises auxquelles on est confronté qu'en créant plus d'intelligence. Et donc, créer plus d'intelligence, ça n'est pas si facile, mais je pense que c'est possible, d'autant qu'il y a des méthodes qui ont montré que, par exemple, les scientifiques ne sont pas spécialement plus intelligents individuellement que d'autres, mais ce qu'ils ont pu faire, c'est créer de l'intelligence collective et gravir des épaules de géants en développant un certain nombre de méthodes. Il se trouve que ces méthodes, on est tous nés chercheurs et donc on est tous nés capables de se les approprier et de les adapter à nos besoins. Et donc, nous, on a créé des programmes de recherche participative comme les Saventuriers, où les enfants sont chercheurs et où on passe on les aide à passer d'un questionnement enfantin qu'ils peuvent avoir à un questionnement plus scientifique en les accompagnant, en accompagnant leurs enseignants, en travaillant avec des mentors qui peuvent être des chercheurs ou en tout cas des scientifiques, y compris issus des sciences humaines, qui peuvent non pas apporter des réponses, mais apporter des méthodes qui font que les jeunes pourront co-construire leurs propres solutions. On a également des programmes de type prof-chercheur dans lequel, ou pédagogue-chercheur, dans lequel on invite les jeunes et leurs enseignants à rentrer dans cette pédagogie de la recherche et
par exemple, définir des défis et essayer de documenter les débuts de solutions que l'on essaie de mettre en œuvre pour faire face à ces défis. Et si on mutualise ces solutions, déjà en se parlant, mais aussi en écrivant, en documentant ce que l'on a fait, en relisant ce qu'on a fait les uns les autres, ce qu'on appelle en langage scientifique de la revue par les pairs, on peut progresser, on peut faire des synthèses de ce que l'on a fait et on peut rendre disponibles les explorations que l'on a pu faire localement auprès de tous, de façon à ce qu'on puisse effectivement tous gravir ces épaules de géants pour ne pas réinventer la roue et progresser individuellement et collectivement, localement et globalement. Et ça suppose de créer des infrastructures digitales et des méthodes pédagogiques, des méthodes de recherche qui soient à disposition de tous. Donc les sciences participatives, j'ai cru entendre qu'au niveau de la PEP, vous aimiez développer ce genre d'approche. Nous, on est à votre disposition si vous souhaitez en discuter. Et puis, pour parler un peu de comment est-ce qu'on passe du rêve individuel à l'utopie collective, je pense que c'est une des questions les plus importantes parce qu'on a évidemment besoin de récits et on a besoin d'espoir pour se projeter dans l'avenir. Je ne sais pas si vous avez lu beaucoup de littérature jeunesse, mais il y a beaucoup plus de dystopie aujourd'hui dans ce que lisent les jeunes que dans ce qu'on lisait dans notre génération. Et je pense donc qu'on a besoin d'inventer de nouvelles utopies collectives, on a besoin d'inventer de nouveaux récits. Et je pense que ça peut se faire de plusieurs manières. Nous, par exemple, on a invité avec l'UNESCO et avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry des jeunes du monde entier à écrire, inspirés par Le Petit Prince, en leur disant « Et si Le Petit Prince était revenu vous voir pendant le confinement, de quoi vous auriez parlé ?» Et on a eu 2500 récits issus de 60 pays différents. Et on a primé avec l'UNESCO et la Fondation Antoine de Saint-Exupéry. Et dans le jury français, il y avait Françoise Nyssen, Claude Diagnoret et votre serviteur. Et c'était absolument remarquable, les écrits qu'on a pu lire. Et je pense qu'on peut faire encore mieux d'année en année. On peut inviter les jeunes et les moins jeunes à célébrer leurs héros du passé et créer ce que j'appelle un open panthéon, un panthéon ouvert dans lequel chacun d'entre nous pourra dire qui on a dans notre panthéon personnel, quels sont dans vos organisations les héros que vous souhaitez célébrer. Donc ça, c'est une première question, c'est célébrer notre passé, célébrer notre présent et tout ce qu'on fait de manière remarquable, et puis célébrer notre futur et en le faisant, en écrivant ces récits. Moi-même, je suis en train d'essayer d'écrire un livre qui s'appelle « Et si nous ?» et j'essaie de comprendre même pourquoi j'ai choisi ce titre, et je pense que c'est un message d'espoir, et c'est un message de collectif, c'est un message mais on peut partir de la situation dans laquelle on est et penser autre chose. Et en fait, le dernier chapitre est probablement le plus intéressant parce que c'est celui qui invite les autres à écrire leur propre chapitre. Et donc, je pense que dans les différents collectifs, sur les différents territoires sur lesquels vous êtes, vous pouvez tous écrire des « et si nous » et inviter les jeunes et les moins jeunes à les écrire et se dire « mais qu'est-ce que l'on pourrait inventer collectivement ?» Et puis, avec les outils d'intelligence artificielle dont je vous ai déjà parlé, avec ce GPS des rêves, on peut mettre en relation ceux qui partagent les mêmes rêves et les inviter à essayer de co-construire leurs rêves. Et comment est-ce qu'on passe? Et la différence principale entre un rêve et un projet, c'est la capacité à créer un collectif et la capacité à s'organiser pour que ce rêve puisse devenir réalité. Et puis je finirai peut-être avec John Lennon, parce qu'il m'a beaucoup inspiré sur ce genre de sujet. Il disait « I may be a dreamer, but I'm not the only one ». Je suis peut-être un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Et quand vous savez que vous ne rêvez pas seul, vous pouvez créer un collectif et de ce collectif peut naître une capacité à transformer le rêve en réalité. Voilà, c'était les petites notes d'Imagine qui a été donc citée par François Tadei. Vous n'êtes pas le seul à rêver, vous n'êtes pas le seul en tout cas en ce moment chez les PEP, puisque vous êtes encore plusieurs centaines à nous regarder et à avoir assisté à cette conférence. Je retiendrai cette inspiration taïwanaise quand vous dites far, fair and fun. Et je pense qu'on a essayé d'aller loin dans nos réflexions. On a essayé d'être équitable, du moins dans les prises de parole. Et puis, on a été un petit peu fun. C'est pour ça que je me suis amusé à chanter. Dominique, peut-être pour remercier François d'avoir été avec nous pendant ces 75 minutes. Je vous laisse le mot de la fin avant d'accueillir Emmanuel Rivière.
Merci beaucoup. Merci François d'avoir tenu cette heure et demie avec nous dans des conditions matérielles quand même difficiles, mais qui montrent que les aléas du direct sont ce qu'ils sont et que tu as été capable de les surmonter. Et nous, on a été très heureux de pouvoir aller jusqu'au bout avec toi. Ce qui ressort quand même de ces travaux, c'est qu'on est vraiment dans une démarche co-construite, que nous, on croit beaucoup à la renaissance, à la revivification du mouvement d'éducation populaire, qui est vraiment le complément de l'éducation formelle, de l'éducation institutionnelle, qui a effectivement des difficultés à s'adapter, à adopter des méthodes d'apprentissage qui correspondent mieux à la génération d'aujourd'hui. Tu as eu tout à l'heure une expression disant que ça peut plus être la génération d'avant qui transmet à la génération qui vient. La génération qui vient, elle a aussi des capacités, des aptitudes à contribuer à la construction de la connaissance et à la défense des intérêts qui leur tiennent à cœur, et particulièrement ceux de la planète et de l'environnement. Donc je crois qu'on a vraiment des pistes de travail à approfondir à partir de tes réflexions. Moi, j'encourage tous nos internautes, tous nos collègues qui ont suivi à aller voir tes travaux. Et puis, je te prends au mot pour venir continuer de travailler avec nous sur certains sujets, et particulièrement le GPS des rêves. Je crois que c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, et on aura vraisemblablement l'occasion de travailler sur ce sujet. Le GPS nous rapproche même. Voilà. Merci beaucoup, François. Je vous en prie, au plaisir. Au revoir. Bravo. Allez, on applaudit. Voilà, bravo à François pour justement sa participation active.